Mais d'abord, notre débat sur les déserts médicaux. Alors que l'UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme, l'association de défense des consommateurs dénonce, je cite, une intolérable fracture sanitaire qui mine les territoires. Samia Dechir. Aucune zone du territoire français n'est épargnée. Pour cartographier les déserts médicaux, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a croisé 2 critères. L'accès géographique, mais aussi le tarif des consultations. Si l'on s'en tient aux généralistes pratiquant le tarif de la sécurité sociale, près d'un tiers des Français a des difficultés à consulter. Et la situation est encore plus préoccupante pour les spécialistes. Là encore, si on ne prend en compte que ceux qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, plus de 66% des femmes vivent dans un désert gynécologique et près de la moitié des enfants dans un désert pédiatrique. Par exemple, si on cherche les ophtalmologues à Bron dans la banlieue lyonnaise, si on prend quel que soit le tarif, l'accès est très supérieur à la moyenne, alors que si on cherche à consulter un ophtalmologue sans payer de dépassement d'honoraires, d'un coup on se retrouve classé en désert médical, c'est-à-dire que par rapport au nombre d'habitants, il y a très peu d'ophtalmologues qui ne font pas de dépassement d'honoraires. Le gouvernement dit prendre la mesure du problème. Pour lutter contre les déserts médicaux, des mesures sont prévues dans le budget de la Sécurité sociale 2023. Une simplification des aides à l'installation via le guichet unique, de nouvelles mesures pour favoriser le maintien en activité des médecins et encore l'introduction de la notion de responsabilité collective en matière de permanence des soins. Des mesures totalement insuffisantes pour l'UFC Que Choisir. L'association appelle le gouvernement à limiter le montant des dépassements d'honoraires et à réguler l'installation des médecins sur le territoire. C'est la seule profession qui peut s'installer absolument où elle veut géographiquement. Donc nous, on demande à mettre en place ce qu'on appelle un conventionnement territorial, c'est-à-dire que les autorités auraient un droit de regard sur le lieu d'installation des médecins libéraux. La carte interactive de l'UFC Que Choisir permet à tout un chacun de connaître la situation de l'accès aux soins sur sa commune et d'envoyer un mail pré-rédigé aux députés de son territoire. Et avec nous sur ce plateau pour parler des déserts médicaux, Laurence Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la commission des affaires sociales. À côté de vous, Véronique Guillotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice RDSE de la Meurthe et Moselle, vice-présidente de la commission des affaires sociales. Je précise également que vous êtes médecin. Et enfin, sur ce plateau, Hervé Moret, bonjour. Bonjour. Sénateur Union centriste de l'Eure. Et je précise que les déserts médicaux, c'est un sujet de grande préoccupation pour vous depuis longtemps. Vous avez fait plusieurs propositions de loi et amendements d'ailleurs au budget de la sécurité sociale sur ce sujet. Donc on va tout d'abord parler peut-être du constat, la carte faite par l'UFC Que Choisir, et le constat est édifiant. L'association parle d'un état déplorable de l'accès géographique et financier aux soins en France. Je prends simplement 2 données, et ce ne sont pas du tout les pires puisqu'il s'agit des médecins généralistes. Selon l'UFC Que Choisir, 1,7 million de personnes, 2,6% de la population sont complètement concernées par les déserts médicaux et 23,5% des usagers, soit près d'un quart de la population, ont des difficultés à accéder en moins de 30 minutes. Il y avait eu des chiffres qui avaient été bien pires, parlant de 1/3 des Français en désert médical. Mais Véronique Guillotin, votre réaction tout simplement à cette situation? Bon, on la connaît. Malheureusement, on la connaît. Je trouve que l'on se réveille tardivement, dans le sens où la transformation d'un système pour remettre des médecins sur le territoire est quand même relativement longue. Donc, on va juste redire, voilà, que le numerus clausus a été catastrophique. Et du coup, on paye aujourd'hui cette diminution drastique d'un numerus clausus pendant des décennies. Voilà. Alors aujourd'hui, on est sur 2 sujets, à mon sens. Il y a un sujet de court terme à traiter et il y a surtout, on va pas recommencer à faire que du court terme, il y a quand même une problématique de long terme à traiter et des vraies réformes structurelles, parce que je pense que sorti de ça, on s'en sortira pas. Et on focalise sur les médecins généralistes, mais c'est loin d'être la problématique unique. On a bien évidemment l'accès aux spécialités qui aujourd'hui pose de gros problèmes. Pédiatre, voilà. La situation est absolument terrible aujourd'hui pour la pédiatrie. On gère la pénurie en fait. Je voudrais juste un mot sur quelles conséquences
concrète ça a, par exemple, sur votre territoire? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme situation de problème d'accès aux soins, de retard pris peut-être dans les diagnostics? Alors, moi, j'ai une double casquette, voire une triple. Je suis médecin, donc j'ai des confrères. Je suis conseillère régionale en charge des questions de santé, donc j'organise aussi les soins sur le territoire, bien évidemment, aux côtés de l'ARS. Et puis, je suis au Sénat, donc vice-présidente de la commission affaires sociales. Donc, j'ai pas mal de retours. Moi, j'ai des maires qui m'appellent tous les 2 jours en me demandant de venir les aider parce que leur maison de santé, ils aimeraient bien en monter, mais c'est trop long et trop compliqué et surtout trop lent. Parce que leur médecin part et il en reste plus qu'un, et comment on fait pour en attirer un autre. Enfin voilà, donc moi au quotidien, c'est les retours que l'on a. Et bien évidemment, la situation est loin d'être satisfaisante, avec des disparités territoriales. Mais à l'intérieur de ces disparités territoriales, c'est peut-être ce qui va un petit peu nous opposer. On a quand même plus de 84% du territoire qui est aujourd'hui en zone dite sous-dense. Donc voilà, moi je considère qu'il n'y a plus de zones surdenses. Les zones surdenses sont des fois sous-denses dans 2 ans parce qu'il y a 30% des médecins qui partent à la retraite très bientôt. Là-dessus, qu'il va peut-être certainement y avoir un débat. Mais d'abord un mot sur le constat. Hervé Moret, ça fait longtemps que vous alertez sur le sujet des déserts médicaux. Quelle est la situation dans votre territoire et est-ce que vous avez vu cette situation s'empirer? D'abord, le constat qui aujourd'hui est dressé notamment par l'UFC Que Choisir, c'est un constat que je fais depuis que je suis sénateur. Déjà au moment de la loi Hôpital Santé de Roselyne Bachelot en 2008-2009, je faisais ce constat. Je demandais déjà à ce qu'il y ait des mesures fortes de prise, et notamment la régulation à l'installation des médecins. Et à l'époque, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, disait « Patientez, dans 10 ans, tout sera réglé ». On est plus de 10 ans après 2008-2009 et la situation n'a fait que s'aggraver parce que jusqu'à présent, aucun gouvernement, et là on peut mettre toute la classe politique dans le même sac, n'a eu le courage de prendre des mesures fortes et on continue à donner de l'aspirine à un mourant. Donc il faut enfin qu'un jour il y ait un gouvernement courageux qui prenne des mesures fortes. Tout ce qu'annonce actuellement ce gouvernement, comme les précédents d'ailleurs, ce sont des mesures qui peuvent être utiles, hein, que ce soit la 4e année de médecine pour les généralistes, que ce soit ce qu'a annoncé le président de la République, le fait que des médecins retraités puissent continuer à travailler. Tout ça, c'est très bien. Je le proposais déjà en 2013 dans un rapport, mais c'est totalement insuffisant. Ce sont des pansements. Ce sont des pansements sur des plaies béantes, et donc c'est pas suffisant. Laurence Cohen, cette situation, elle ne concerne pas seulement les territoires ruraux. Vous l'avez dit, il y a quasiment toute la France qui est concernée. Elle concerne aujourd'hui vraiment les territoires urbains, périurbains. On voit vraiment que ça se répand partout. Effectivement, c'est une donnée importante parce qu'on avait tendance à dire que les déserts médicaux étaient uniquement en région rurale, de la ruralité, et en réalité, on voit que en zone urbaine, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que le premier désert de France, c'est l'Île-de-France, et donc on pourrait s'étonner de cette donnée, mais c'est une donnée qui est absolument objective. Donc il y a un manque de médecins généralistes. C'est vrai qu'on le comprend pas forcément intuitivement. Je dis pas qu'il y a un manque, je sais pas, de transport, un manque d'infrastructure, mais non, voilà, c'est pas un manque. Si vous voulez, par exemple. Voilà. Alors c'est pas un manque d'infrastructure, c'est une politique délibérée qui a été menée depuis 30 ans. C'est pas une histoire de courage politique, c'est une histoire de volonté politique et de choix politique. Les choix politiques qui sont opérés depuis 30 ans, c'est de considérer que la santé c'est un coût, et donc il faut faire des économies. Et à partir de là, eh bien les propositions que nous pouvons porter au niveau du groupe communiste, moi je les porte depuis 2011, et ne sont absolument pas entendues. Par exemple, quand ma collègue parle du numerus clausus qui a été desserré, il faut quand même bien voir les choses. Effectivement, alors qu'on était contre le numerus clausus, qu'on le disait à chaque gouvernement, Agnès Buzyn a semblé prendre la dimension des choses. Oui. On s'est dit, ah bah chiche, c'est bien, ça va améliorer la situation. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, elle a passé la responsabilité aux universités. Oui. Ça s'appelle maintenant le numerus apertus. Mais quand on regarde département par département, il n'y a presque pas de nouveaux étudiants en médecine parce que le gouvernement n'a pas donné les moyens financiers et humains pour qu'il y ait plus d'étudiants qui soient formés en tant que médecins. Donc on voit bien là que ce sont des mesures qui sont vraiment tellement faibles qu'on ne règle pas la situation, qui est une situation très grave parce que c'est structurel et ça touche tous les secteurs, c'est-à-dire ça touche aussi bien la médecine hospitalière que la médecine de ville, et ça met en souffrance les patients qui sont en zone rurale comme en zone urbaine. Et ce PLFSS, je conclurai là-dessus sur ma première intervention, ce PLFSS malheureusement, moi me rend, comme l'ensemble de mon groupe, amer et très en colère parce que le gouvernement n'entend pas
les revendications que nous portons dans l'hémicycle. Alors on va commencer à parler effectivement des solutions. La première des solutions, on l'a entendu dans le sujet, eh bien ça serait le conventionnement territorial, la régulation de l'installation des médecins. C'est là qu'il y a peut-être un grand débat, une vraie fracture entre vous. Véronique Guillotin. Alors moi, ce conventionnement sélectif, je crois qu'il est peut-être utile, et je mets des guillemets, quand on a un nombre suffisant de médecins. J'ai un peu regardé les études de l'adresse pour pas m'enfermer dans des postures idéologiques ou corporatistes, parce qu'on va aussi... On va vous renvoyer à votre condition de médecin. Mais l'adresse, c'est pas si... voilà, l'adresse et des confrères infirmiers qui, eux, sont en installation sélective, dire que c'est absolument pas le bon moment de faire un conventionnement sélectif. Et ça reste encore une mesure qui ne peut absolument pas être parcellaire. C'est-à-dire toutes les mesures que l'on va prendre aujourd'hui, de manière, parcellaire, ne fonctionne pas. Et il y a des gouvernements qui l'ont fait, les États-Unis, le Canada, qui s'y sont penchés. Les résultats sont pas si évidents que ça. Ils sont évidents sur des territoires macro. Par exemple, on peut résoudre des problématiques de région, par exemple. Pour autant, dès qu'on va sur la maille fine, les résultats sont pas si spectaculaires. Je comprends pas pourquoi ça peut... Enfin, que ça résout pas le problème. Qu'est-ce que ça continue à poser comme problème? 80%. Vous avez 3 zones. Dans les ZIP, les ZAC, enfin, c'est les zones très prioritaires, les zones prioritaires qui en manquent, très prioritaires qui en manquent beaucoup, et les zones dites normales. On va dire ça comme ça, qui n'en manquent pas. Donc si vous et on sait qu'il y a quand même 30% de ces médecins qui vont partir à la retraite. Donc dans certaines zones, moi j'ai regardé mon territoire. Dans certaines zones où les médecins et les élus et les patients se plaignent, on regarde, c'est bien écrit qu'ils sont en zone normaux dotée. Et en fait, non, ils sont pas en zone normodotée. Dans 3 ans, ils sont en zone sous-dotée. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas que cette mesure. Enfin, moi, j'ai des propositions, mais qui vont bien au-delà de ça. Je crois qu'il faut territorialiser la santé. Il faut remettre les gens autour de la table. Il faut travailler avec les ARS. Si on veut mettre des jeunes, bon, on parlera peut-être de la 4e année tout à l'heure. Mais moi, je pense que le conventionnement sélectif n'est pas l'arme à dégainer de manière isolée et tout de suite et quand on est en pénurie. Je pense qu'il faut l'englober ou en tout cas retravailler un ensemble de mesures. Voilà, moi je suis assez réservée sur le sujet. Hervé Moret. C'est pas le bon moment, c'est ce que j'entends depuis 15 ans avec les résultats que j'évoquais tout à l'heure. Le numerus clausus, il va augmenter le stock de médecins. Mais le problème, c'est pas seulement le stock, c'est le problème de la répartition sur le territoire. Et encore aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui déjà, c'est plus facile d'obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste à 2 rues d'ici que dans le département de l'Eure. Donc il y a bien, qu'on le veuille ou non, des différences quant à la densité médicale, et tous les chiffres le montrent. Hein, ça varie de 1 à 3 pour les généralistes et ça varie de 1 à 8 pour les spécialistes. Donc il y a des départements, il y a des territoires qui sont mieux dotés que d'autres. Et il faut donc qu'il y ait une meilleure répartition sur le territoire. Alors c'est ce que je propose, c'est ce qui s'applique dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, et c'est aussi ce qu'on a fait en France avec un certain nombre de professionnels de santé, comme les kinésithérapeutes, avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Alors il y a certaines personnes qui me disent « Ah mais ça marche pas ce que vous proposez ». Mais comment on peut dire ça? Ça n'a jamais été essayé. Il faudrait au moins qu'on mène une expérimentation sur quelques régions, sur une durée déterminée, mais je vois pas au nom de quoi on m'oppose sans arrêt que ce que je propose qu'est-ce que vous dites? est Pourquoi inefficace. Ça fait 15 ans qu'on le refuse pour vous? Mais alors tout simplement parce que les gouvernements successifs, j'ai connu Sarkozy, j'ai connu Hollande, je connais maintenant la période Macron, ont peur, je le dis très clairement, ont peur du lobby médical. C'est aussi simple que cela. Ce qui est un très mauvais calcul. Parce que c'est contraire à l'intérêt général d'avoir peur des lobbies, et qu'ensuite, en termes d'effet politique, ce sentiment d'abandon des territoires ruraux, on voit ce qui se passe dans les urnes. Dans le département de l'Eure, et je termine là-dessus, on est dernier en matière de démographie médicale, et aujourd'hui, on a 4 députés Rassemblement National. Vous faites un lien direct sur... Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Laurence Cohen? Est-ce qu'il faut ce conventionnement territorial et puis cette régulation de l'installation des médecins? Écoutez, moi je trouve qu'il y a une évolution, en tout cas depuis 2011 à aujourd'hui. Je trouve qu'au niveau de l'hémicycle, il y a de plus en plus d'élus, quelle que soit leur appartenance politique, quel que soit leur territoire, qui sont gagnés par cette proposition. Donc je trouve que c'est le moment justement de la faire avancer. Mais je vais simplement dire que de toute façon, compte tenu de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, elle ne peut pas être isolée. C'est-à-dire, si on veut réduire les déserts médicaux, il faut effectivement réfléchir à cette sélection, à ce conventionnement, sélectif, ça c'est clair, mais il ne faut pas qu'il soit unique, que ce soit une unique proposition. Et par exemple, je pense qu'il faut développer des centres de santé, parce qu'aujourd'hui, il y a une aspiration
véritables des jeunes médecins, hommes et Travailler femmes, ensemble. qui veulent travailler collectivement et qui veulent être salariés. Là encore, ça serait stupide de caricaturer et de dire c'est la solution. C'est une des solutions. Il faut que tout ça, ça s'emboîte avec les maisons de santé, les centres de santé, ce conventionnement sélectif. Et puis aussi, il faut revaloriser les gardes de nuit parce que aujourd'hui, il y a quand même un décret Mattei qui fait que les contraintes sont uniquement sur les médecins hospitaliers. Il faut que tous les médecins, y compris ceux de secteur 2, puissent faire des gardes de nuit. Il faut donc valoriser un certain nombre d'actes, dont ces actes de garde de nuit. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de propositions, toute une série de mesures à prendre. Mais qui sont, là encore, et c'est pour ça que c'est extrêmement grave, et c'est important qu'on soit sur le plateau, c'est que, pour l'instant, en tout cas, le PLFSS qui commence à être examiné au Sénat ne semble pas prendre ce chemin. Pour vous, ce n'est pas à la hauteur. Il y a de nombreuses propositions qui arrivent face à ce phénomène alarmant des déserts médicaux. On va tout de suite rejoindre Alexandre Poussard avec le sénateur Bruno Rojoin, sénateur Les Républicains, qui a remis un rapport au printemps dernier sur les déserts médicaux. Oui, Bruno Rojoin, votre rapport propose une autre solution, celle que d'autres professions de santé que les médecins exercent des actes médicaux, comme les infirmiers, les pharmaciens. Concrètement, comment ça peut s'organiser et quels actes sont visés ? Oui, comme ça a été dit, il ne faut pas laisser croire aux Français qu'il n'y a qu'une solution pour régler le problème. C'est une multitude de solutions. Et donc, comment ça peut fonctionner ? Ça peut fonctionner comme ça existe déjà dans certains territoires, si vous voulez. Il faut que finalement, le médecin, nous lui libérions du temps et qu'il puisse effectivement déléguer un certain nombre de tâches à des professions de santé qui sont très bien représentées dans les territoires qui sont des déserts médicaux, les professions infirmiers et infirmières et les pharmaciens, principalement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut, par un système de protocole, que ces gens-là puissent voir des patients sans que ces patients retournent systématiquement devant leur médecin traitant. Donc, cette tâche-là va libérer le médecin, puisque le médecin n'a pas besoin systématiquement, pour des renouvellements, de revoir chaque patient. Et puis, oui. Et puis, on peut aussi considérer que 15 à 30% du temps du médecin est consacré à l'administratif. Et là aussi, c'est pas nouveau. Il y a déjà des assistants médicaux en France. Alors, l'assistant médical, il faut lui donner un double rôle. Il a un rôle administratif, donc il se substitue au médecin pour le temps administratif, mais il a aussi un rôle paramédical, car il peut préparer la consultation ou même voir la bobologie dans certains cas. Donc, il faut systématiser la présence de ces assistants médicaux pratiquement auprès de tous les médecins et particulièrement dans les médecins qui nous restent encore dans les déserts médicaux principalement. Et oui, ce métier d'assistant médical, il a été créé en France il y a quelques années, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que ça marche si vous préconisez son développement ? Alors, ça veut dire que ça marche, et ça veut dire aussi que ça marche parce que d'autres pays, par exemple nos voisins allemands, ont réglé une partie du problème de leur présence médicale avec ces assistants médicaux. Alors, bien évidemment, c'est un système. On va pas attacher un assistant médical à chaque médecin en France. On peut avoir un assistant médical qui va travailler, par exemple, pour 2 médecins. On n'est pas obligé non plus d'être dans une maison de santé où les médecins sont déjà regroupés. On a maintenant, avec les nouvelles technologies, tout un tas de moyens pour faire fonctionner ce système-là. Donc, la multitude, si vous voulez, des décisions qui doivent être prises pour réguler, pour arriver à ce que chaque patient en France ait un médecin traitant, ne repose pas sur une solution, mais plusieurs. Merci beaucoup, Bruno Rojoin, d'être venu au micro de Public Sénat. Votre réaction à ce que nous propose Bruno Rojoin, Véronique Guillotin, vous y croyez, vous, à la délégation d'actes ? Alors moi, je le redis, je crois à la pluralité des solutions. Donc, on l'a bien compris, le conventionnement sélectif dans une période de pénurie, me semble pas. Et l'Allemagne, d'ailleurs, est un bon exemple parce que ça n'a pas fondamentalement résolu le problème. Par contre, oui, je crois qu'il faut aller sur les délégations, partage de tâches, chacun utilisera le terme qu'il faut. Par bassin de vie, moi je crois à la décentralisation. En fait, je pense qu'il faut travailler sur des bassins de santé qui correspondent à un bassin de vie de population, mettre les professionnels autour de la table, échanger, partager les compétences, libérer du temps médical et donner à ces populations qui sont quand même des gens responsables, des objectifs de santé publique. C'est l'accès aux soins et rien ne les empêche d'aller faire une journée de consultation, voilà. Mais il faut les laisser, entre guillemets, il faut les laisser gérer aussi leur truc. Il faut leur donner des objectifs, certes, mais les laisser gérer. Les délégations de tâches, infirmières de pratique avancée, assistants médicaux,
vaccination, certificat de décès pour les infirmières, tout ça, moi j'y suis favorable. Et dans le texte d'ailleurs, je vais essayer de l'amender pour aller d'ailleurs plus vite sur un plus grand nombre de territoires possible, parce que je pense qu'il faut accélérer cette dynamique avec les maisons de santé pluriprofessionnelles et tous les autres exercices de médecine coordonnée que l'on peut envisager. Vous parlez du budget de la sécurité sociale 2023. Il y a d'autres mesures dont on a commencé à parler qui figurent dans ce texte et qui doivent être des pansements, disons, face à la situation des déserts médicaux. Il y a donc l'ajout d'une 4e année d'internat en médecine générale tournée vers les zones sous-dotées. Il y a aussi la question du retour des médecins retraités. D'ailleurs, eh bien, cela a été un petit peu modifié par le Sénat, puisque le Sénat a étendu la possibilité la non-cotisation en fait pour les retraites à l'ensemble des professionnels de santé. Qu'est-ce que ça vous inspire, Hervé Moret, ces mesures? Vous l'avez dit, bon, c'est ce que vous aviez proposé, donc vous êtes toujours pas contre. Non, mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut une pluralité de mesures. Et j'en reviens au rapport que j'ai commis il y a 10 ans. Et si je reviens à ce rapport, c'est pour montrer que les choses avancent vraiment pas vite. C'est pas pour dire que j'ai été formidable à faire un rapport. C'est pour dire qu'il y a des choses... c'est un peu pour dire que vous aviez raison avant, quand même. Non, mais que malheureusement, il y a des choses qu'on a dites il y a 10 ans et qui commencent seulement à voir le jour. Sur la délégation d'actes, j'y suis tout à fait favorable et on le proposait là aussi il y a 10 ans. Le problème, ce qu'on disait en aparté tout à l'heure, c'est que les médecins sont souvent très réticents à déléguer des actes. Ce qui n'est pas forcément très logique, parce que ce sont les premiers à trouver qu'ils sont surchargés de tâches dont ils pourraient se passer. Et quand on leur propose d'en déléguer, ils sont beaucoup plus réticents. Donc oui à la délégation d'actes, oui aux différentes mesures que vous venez d'évoquer. Notamment la 4e année de médecine, parce que ça quand même, ça fait beaucoup de débats. On voit un certain nombre de syndicats d'étudiants en médecine qui disent non, on ne veut pas, c'est une précarisation des étudiants. Ils rappellent combien c'est payé. Je crois que je l'avais noté, 6 € de l'heure. Ils disent qu'il y a peu de formateurs, peu d'encadrants dans les zones sous-denses. Voilà, ils disent qu'il y a quand même aussi un certain nombre de problèmes avec cette histoire de 4e année. Non, mais c'est évident qu'il faut que les médecins soient mieux rémunérés, ne soient pas sur des taux horaires comme ceux que vous évoquez. Ce qui me gêne dans le dispositif, c'est que il n'y a même pas une priorité affirmée pour les zones sous-denses. Hein. On met prioritairement, mais c'est pas clairement fléché. Et je voudrais rappeler que qu'est-ce qu'il y aura en fait normalement? Il y a quoi? Des incitations, logements, salaire, mais ça dépendra des collectivités. Mais je voudrais rappeler que dans la dernière loi santé, il était déjà prévu un stage obligatoire pour les étudiants en dernière année, c'est-à-dire en 3e année, que ça devait se mettre en place en 2021, je crois, et que ça ne s'est jamais mis en place, que les décrets n'ont jamais été signés, parce que là encore, le gouvernement a reculé par rapport aux syndicats de médecins. Je crois qu'il faut arrêter de laisser la main aux syndicats de médecins dans ce pays. J'ai beaucoup de respect pour les médecins, chers collègues et docteurs, mais j'ai encore plus de respect pour les patients et pour quelque chose qui s'appelle l'intérêt général. Et je cite le mot intérêt général parce que en Allemagne, je fais une brève incursion, quand on a mis en place le conventionnement sélectif, la Cour constitutionnelle a eu à statuer face à un recours des médecins qui considéraient que c'était contraire à la liberté d'installation, qui est un principe constitutionnel en Allemagne. Et la Cour constitutionnelle a dit quelque chose d'encore plus important que tout ça, ça s'appelle l'intérêt général. J'aimerais qu'en France, on ait cette vision d'un intérêt général supérieur à l'intérêt des médecins. Laurence Cohen, pour en revenir sur les mesures contenues dans le budget de la sécurité sociale et notamment cette 4e année en priorité tournée vers les zones sous-denses pour les internes de médecine générale. Juste permettez-moi quand même quelques réflexions par rapport à ce qu'ont dit mes collègues. D'abord, si effectivement je partage le fait qu'il faut privilégier l'intérêt général, on parle donc de tâches qui doivent administratives, qui doivent être assurées par d'autres que les médecins, etc. Mais on ne parle pas du fait, quand je parle de centres de santé, eh bien pourquoi aussi les jeunes ont envie d'aller dans les centres de santé? J'ai dit pour travailler effectivement en équipe, pour être salariés, mais aussi parce qu'ils sont débarrassés de toutes les tâches administratives. Ils n'ont pas à les prendre en charge. Donc c'est un élément, ça aussi, qu'il faut prendre en compte. Et moi, ce qui me gêne au niveau du PLFSS, c'est qu'on est toujours sur la même, le budget de la sécurité sociale, on est toujours sur cette même logique de restriction. On sort d'une pandémie. J'espère qu'on en est vraiment sorti d'ailleurs. Soyons humbles là-dessus. Et c'est encore une économie de près de 2 milliards sur notre système de santé parce que
les fonds ne sont pas suffisants et que l'ONDAM, c'est-à-dire ce fameux objectif de dépenses de la santé, est en dessous l'inflation pour la première fois. Donc c'est une première qui est extrêmement funeste. Donc c'est ça qu'il faut remettre en cause, c'est ça qu'il faut bouger. Et sur la 4e année, moi je suis très choquée par le fait que ça soit fait sans concertation avec les internes eux-mêmes. C'est la moindre des choses. Quand ma collègue dit il faut se mettre autour de la table, discuter, réfléchir. Moi, je suis pour la concertation, je suis pour le dialogue. Mais on est tous et toutes dans des territoires et on est interpellés par des professionnels de santé, du médico-social, qui nous disent ça ne peut plus durer, ça craque, l'hôpital craque, tous les EHPAD craquent, etc. Donc, il y a des mesures à prendre et c'est certainement pas une 4e année imposée qui va régler les questions. Surtout que, comme le dit mon collègue Moret, en réalité, on ne sait pas du tout où ils peuvent aller faire leur stage. Rien n'est vraiment défini et ça, c'est extrêmement grave parce que, en plus, comme on vient de dire, ça va boucler le sujet par là où on a commencé, on a dit qu'il manquait cruellement des médecins généralistes. Ça ne va pas en Donc, créer, oui. comment est-ce qu'ils vont aller en stage avec d'autres médecins généralistes qui vont dégager du temps pour s'occuper de ces jeunes médecins? Vous voyez, on marche un petit peu quand même sur la tête. Vous parlez de ce cri d'alarme qui est poussé par de nombreux professionnels de santé. Je voudrais vous faire réagir à cette tribune qui a été publiée aujourd'hui dans Le Monde qui s'intitule « Dans 5 ans, il sera trop tard pour sauver notre système de santé ». Elle a été signée par de nombreux professionnels de santé, mais pas seulement, mais de nombreux médecins, parmi lesquels je cite René Friedman, Patrick Pelloux, Christian Prudhomme. Ils appellent à une grande réforme structurelle sans quoi notre système n'aura plus rien d'universel et de solidaire. C'est assez inquiétant ce qu'ils pointent du doigt. Alors, ils font un certain nombre de propositions, on va pas avoir le temps d'en parler, mais ils disent que sinon, on va avoir un système à plusieurs vitesses, un hôpital public que l'État fera survivre pour garantir un accès aux soins en classe populaire, et puis un secteur privé avec un marché, disent-ils, largement dérégulé qui assurera l'accès à la bonne qualité au prix fort pour les plus aisés, la mauvaise qualité à prix accessible pour la classe moyenne. Ce n'est pas catastrophique, c'est la réalité pour vous, Véronique Guillotin, si on n'agit pas maintenant, tout de suite. Moi, je le dis depuis assez longtemps, y compris ce conventionnement, cette 4e année sur laquelle je ne m'opposerai pas, parce que bon voilà, mais moi je veux qu'on l'appelle professionnalisante. Et si on l'appelle professionnalisante, il faut mettre des critères. Il faut qu'elle soit supervisée par des maîtres de stage universitaires. Il faut qu'elle soit également, qu'elle permette aussi l'exercice en centre hospitalier de proximité, parce que la problématique est le même, et en ambulatoire. Voilà. Mais il faut qu'on garde au cœur du métier et pas que ce soit une fausse 4e année pour tenter de faire comprendre ou tenter d'avoir une réponse politique à une désertification médicale qui ne résoudra rien. Donc moi, je crois qu'il faut rester sur la formation. Quant à la tribune, il y a un des axes à l'intérieur de cette tribune et de ces propositions qui sont effectivement la décentralisation de la santé publique, de l'accès aux soins, et c'est, je crois, vers ça qu'il faut aller, parce que toutes les mesures que nous aurons faites à un niveau national auront du mal à s'appliquer sur les territoires. Donc moi, je soutiens en grande partie, et une grande partie des mesures qui ont été proposées. Hervé Moret, qu'est-ce que vous en pensez de cette décentralisation donc de la santé, et puis ce cri d'alarme qui est quand même assez terrible sur cette vision de notre avenir? Par rapport à ce cri d'alarme, moi j'ai le sentiment que le phénomène, il est malheureusement déjà enclenché. Vous n'êtes pas pris en soin, vous n'êtes pas pris en charge de la même manière dans tous les hôpitaux de France. Alors ça conduit un certain nombre de technocrates à dire il faut fermer tel hôpital, il faut fermer telle maternité. J'ai une maternité de fermer dans ma commune. Bon, mais c'est pas ça non plus la bonne solution. La bonne solution, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une qualité de soins et un accès aux soins qui soit égal et de qualité sur l'ensemble du territoire. C'est ce à quoi il faut tendre. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut sans doute une réforme structurelle et des moyens pour y arriver. Mais il faut arrêter de sacrifier les territoires ruraux en matière de santé notamment. Ça n'a quand même je pense la solidarité de notre système de soins est en danger pour vous? Je pense que effectivement, on est là. Moi, je partage complètement cette tribune. D'ailleurs, j'ai été invitée à participer avec d'autres collègues, d'ailleurs, au congrès que Frédéric Bizarre a organisé, qui est un économiste, et c'était extrêmement intéressant, et qui signe cette tribune notamment. Donc, moi, je pense qu'effectivement, là, on est vraiment à un point de non-retour. Si l'hôpital continue à tenir debout, c'est grâce à ses personnels. Mais moi, je suis alertée en tant que parlementaire par le fait qu'il y en a de plus en plus
plus qui quittent l'hôpital. Donc les conditions de travail sont déplorables. Il faut prendre en compte les conditions de travail de ces personnels, ça c'est extrêmement important. Donc ça veut dire qu'il faut embaucher, qu'il faut revaloriser les métiers, qu'il faut revaloriser les salaires et pas faire des primes seulement. Et donc il faut donner des recettes supplémentaires à la sécurité sociale, ce qui malheureusement a été refusé au niveau de l'examen du PLFSS, puisqu'on a continué à faire des exonérations de cotisations sociales. Donc on assèche les caisses de la sécurité sociale. C'est autant de moyens en moins pour l'hôpital, pour la médecine de ville, et tout le monde est en souffrance, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les patients, parce que c'est la qualité de soins qui est attaquée. Ça, je partage ce qui a été dit, et nous, en tant que parlementaires, on se bat pour que tout le monde ait accès à la même qualité de soins, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son territoire. Or, il y a des fractures géographiques, mais il y a aussi des fractures financières, et ça, c'est inadmissible. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On l'aura compris. Il y a donc des sujets majeurs qui sont actuellement débattus dans l'hémicycle à l'occasion de l'examen du budget de la